Vous connaissez ce sentiment quand tout le monde vous prend pour une blague complète? Ouais, c'était ma vie pendant 3 années consécutives. Tout a commencé quand j'ai quitté mon poste dans une grande entreprise à 32 ans. Je gagnais bien ma vie en tant que responsable marketing, j'avais le bureau d'angle, tout le package. Mais j'étais malheureuse. Genre, à regarder le plafond à 3 heures du matin en me demandant si c'était tout ce que la vie avait à offrir, malheureuse. Alors j'ai fait ce que tout le monde me disait de ne pas faire. J'ai quitté. Sans plan B. Juste cette idée folle de créer une entreprise en ligne pour aider les petites entreprises à développer leur présence digitale. Ma famille? Oh, elle avait des opinions. Plein. Sarah, tu es en train de gâcher ta carrière, disait ma mère, les larmes aux yeux comme si je venais de lui annoncer que je rejoignais une secte. Mon père secouait juste la tête en murmurant quelque chose sur des absurdités de la génération Y. Mais mon frère Marcus? Lui, c'était le pire. Chaque réunion de famille devenait son spectacle comique personnel, et moi, j'étais la chute. Alors, comment va le petit business fictif? Demandait-il, faisant des guillemets dans l'air autour de business. T'as déjà gagné ton premier $, riait-il en frappant la table. Quand tu vas te trouver un vrai travail, était devenu son salut préféré. Marcus était avocat dans un grand cabinet, toujours dans ses costumes élégants, toujours prêt à rappeler à tout le monde combien il réussissait. Et honnêtement, la première année, ces blagues avaient un peu de poids. Parce que je galérais. Dur. Je travaillais 16 heures par jour depuis mon minuscule appartement. Mon bureau était ma table de cuisine. Mon uniforme de travail, un pantalon de pyjama et le sweat le plus propre. Je mangeais des ramen plus souvent que je ne voulais l'admettre et je regardais mon compte épargne se vider lentement comme si quelqu'un avait tiré la prise. Il y a eu tellement de nuits où j'ai failli abandonner. Genre, j'avais le numéro de mon ancien patron sur mon téléphone, prête à supplier pour récupérer mon poste. Mais quelque chose m'arrêtait toujours. Peut-être de l'entêtement. Peut-être cette petite voix qui disait « pas encore ». La deuxième année, les choses ont commencé à changer. J'ai décroché un client, une petite entreprise de soins bio dirigée par une femme incroyable nommée Jenna. Elle a pris un risque sur moi alors qu'elle n'en avait vraiment pas les moyens. J'ai mis tout mon cœur dans sa campagne. Et je veux dire tout. J'ai appris le montage vidéo à 2 heures du matin grâce à des tutos YouTube. Je me suis auto-formée au SO jusqu'à ce que mes yeux se croisent. Je suis devenue obsédée par son succès. Et elle a réussi. Ses ventes ont triplé en 4 mois. Soudain, j'avais quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, des preuves. Des preuves réelles, tangibles, indéniables que je savais ce que je faisais. Jenna en a parlé à ses amis. Ses amis en ont parlé à leurs amis. Le bouche à oreille a fonctionné. J'ai commencé à obtenir plus de clients. Puis encore plus. Puis j'ai dû en refuser parce que je ne pouvais pas gérer seule la charge de travail. Alors j'ai embauché quelqu'un. Puis 2 autres. Puis 5. La 3e année, je ne travaillais plus à ma table de cuisine. J'avais un vrai bureau. Pas énorme, mais réel. Avec de vrais employés ayant de vrais bureaux. Nous nous spécialisions dans la croissance des petites entreprises en ligne. Et nous étions vraiment, vraiment bons. Mais voilà le problème avec la famille, elle ne voit pas toujours votre évolution. Elle se souvient de vous tel que vous étiez, pas tel que vous devenez. Chaque déjeuner du dimanche était encore la même routine. Marcus arrivait dans sa BMW, faisait un commentaire sur son dernier dossier, lâchait au passage le prix de sa nouvelle montre. Et puis, comme à l'horloge, il se tournait vers moi. Toujours entrepreneuse en herbe, disait-il avec un sourire en coin. J'ai arrêté d'essayer de m'expliquer. Arrêté de me défendre. J'ai juste appris à sourire et à changer de sujet. Laisser les gens penser ce qu'ils voulaient penser. Puis, il y a environ 6 mois, j'ai reçu un email qui a tout changé. Il venait d'une société de capital risque. Il surveillait ma société apparemment, la femme d'un de leurs associés était cliente et n'arrêtait pas de parler de nous. Il voulait discuter. Au début, j'ai cru à un spam. Qui envoie un mail du jour au lendemain pour racheter votre entreprise? Mais j'ai accepté la réunion, surtout par curiosité. Cette première réunion a donné lieu à 5 autres réunions. Ces réunions se sont transformées en audit et évaluation, et toute cette surveillance intense de tout ce que j'avais construit. C'était terrifiant, exaltant et complètement surréaliste. Ils ont fait leur première offre un mardi. J'ai failli tomber de ma chaise. C'était plus d'argent que je n'avais jamais gagné dans toute ma vie réunie. J'ai négocié.
Ils sont revenus avec une offre plus élevée. Nous avons négocié pendant des semaines. L'offre finale? Disons juste qu'elle comportait assez de zéros pour me donner le vertige. Mais je n'ai rien dit à personne. Pas à mes parents, pas à mes amis, à personne. Ces deals s'échouent tout le temps, non? Je n'allais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La vente a été conclue un vendredi après-midi. Je me suis assise dans le bureau de l'avocat ironiquement, dans le même immeuble où Marcus travaillait et j'ai signé environ 8000 documents. Quand c'était fini, je suis sortie, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu la confirmation du virement. C'était réel. Putain, c'était vraiment réel. J'ai gardé le silence tout le week-end. J'ai à peine dormi. Je n'ai fait que vérifier mon compte en banque pour m'assurer que l'argent était bien là, que je n'avais pas halluciné tout ça. Le déjeuner dominical de cette semaine-là avait lieu chez mes parents, comme toujours. Ma mère préparait son rôti. Mon père regardait les résumés de football sur son téléphone à table. Ma sœur Emma se plaignait de la collecte de fonds de l'école de ses enfants. Le chaos familial habituel. Puis Marcus est arrivé, en retard comme d'habitude, portant encore ses vêtements de travail pour se montrer. Il s'est à peine assis qu'il a commencé. Et Sarah, comment va le petit truc sur Internet? Toujours ces petits boulots à 5 $ sur Fiverr? Tout le monde a un peu ri. Pas méchamment, vraiment. Il pensait juste que c'était la bonté familiale habituelle. Moi aussi, d'habitude, je riais. En fait, ai-je dit en coupant mon rôti, ça se passe plutôt bien. Oh oui. Il a souri, se penchant en arrière dans sa chaise comme s'il allait assister à un spectacle. Tu as gagné des dizaines de dollars ce mois-ci? Un peu plus que ça, ai-je répondu doucement. Quoi? Il a occupé son oreille, ce stupide sourire collé sur son visage. Je n'entends pas par-dessus le son de ton business en ligne inutile en train d'échouer. La table s'est tue. Celle-ci était plus méchante que d'habitude. Ma mère a même dit, Marcus. D'une voix d'avertissement maternel. Mais je n'étais pas en colère. Pour la première fois en 3 ans, je me sentais complètement, totalement calme. Toujours en galère avec ton business en ligne inutile, dit-il plus fort, s'investissant vraiment dans son numéro. Allez, Sarah, quand vas-tu abandonner ce petit fantasme et te trouver une vraie carrière? Toute la table me regardait, attendant que je rie ou que je parte comme je le faisais parfois. J'ai posé ma fourchette. Sorti mon téléphone. Ouvert mon application bancaire. Heureusement non, ai-je dit en tournant l'écran vers lui. Je l'ai vendu hier. Il plissa les yeux sur l'écran. J'ai vu ses yeux parcourir le chiffre. 1 fois. 2 fois. Son sourire a commencé à disparaître. Attends, quoi, commença-t-il. C'est le prix de vente, ai-je dit calmement. Moins les taxes et les frais, bien sûr. Mais oui. Vente conclue vendredi après-midi. La couleur a littéralement quitté son visage. Genre, j'avais entendu cette expression toute ma vie, mais je ne l'avais jamais vu se produire jusqu'à ce moment. Il est passé de bronzé et sûr de lui à blanc mayonnaise en environ 3 secondes. C'est 7 chiffres, murmura-t-il. Oui, en fait, ai-je corrigé, prenant une autre bouchée de rôti. Bah 8, mais quand même. La table a explosé. Ma mère a poussé un tel soupir qu'elle a commencé à s'étouffer avec son eau. Mon père a laissé tomber son téléphone. Emma a crié, QOI, si fort que les voisins ont dû entendre. Marcus est resté là, figé, regardant l'écran de mon téléphone comme s'il allait le mordre. Tu as vendu ta société pour... Il n'a même pas pu finir sa phrase. Oui, ai-je dit en rangeant mon téléphone. Une société de capital risque. Ils vont la développer au niveau national. Je reste consultante pendant 2 ans, ce qui est un autre contrat dont on pourra parler plus tard, mais oui. Vente conclue vendredi. Pourquoi tu ne nous laisses pas DIT? Ma mère pleurait presque, mais genre, des larmes de joie. Je viens de le faire, ai-je souri. Et puis, je devais m'assurer que c'était réel d'abord. Ces 10 peuvent échouer. Mon père me regardait juste, bouche ouverte, son rôti refroidissant. Mais Marcus? Marcus avait la tête dans ses mains. Pas dramatiquement, juste en train de digérer. Quand il a finalement levé les yeux, ses yeux étaient réellement humides. Sarah, commença-t-il, sa voix se brisant. Je suis vraiment désolée. Ça m'a surprise. Je m'attendais à de la colère, de la défensive, ou à ce qu'il tente d'expliquer ces années de moquerie. Mais un vrai remords? Je n'étais pas prête pour ça.
J'ai été un vrai connard, continua-t-il, et tout le monde était mal à l'aise parce que Marcus ne s'excusait jamais pour rien. Pendant 3 ans, tu construisais quelque chose de réel, et moi, je ne pouvais pas le voir. Je ne voulais pas le voir. Pourquoi, ai-je demandé. Pas en accusant. Je voulais vraiment savoir. Il a ri amèrement. Parce que j'avais peur. Tu as fait ce que j'ai toujours voulu faire, juste quitter le chemin sûr et construire quelque chose qui t'appartient. Et au lieu d'être inspiré, je t'ai rabaissé parce que si tu échouais, ça prouverait que j'avais raison d'avoir peur. Mais tu n'as pas échoué. Tu as volé. Et j'ai été un parfait idiot. La table était morte de silence à part les reniflements de ma mère. Marcus. Ai-je commencé? Non, laisse-moi finir, m'interrompit-il. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Et je suis désolé. Pour chaque blague, chaque commentaire, chaque fois que je t'ai fait sentir petite. Je suis vraiment, vraiment désolé. Je ne m'attendais pas à pleurer. Mais j'étais là, à la table à manger de mes parents, les larmes coulant sur mon visage, regardant mon frère qui avait rendu les 3 dernières années bien plus difficiles qu'elles n'auraient dû l'être. Je te pardonne, ai-je dit enfin. Parce que pouvais-je dire d'autre? C'était mon frère. Et honnêtement, ses doutes m'avaient poussé. Chaque commentaire moqueur avait été du carburant. Peut-être que j'avais besoin de ce feu. Le reste du déjeuner fut fou. Tout le monde avait 1 million de questions. Comment j'avais fait? Que comptais-je faire de l'argent? Allais-je acheter un manoir? Non. Une voiture de luxe? Peut-être. Combien valait la société quand j'ai commencé? Pratiquement rien. Mon père répétait sans cesse, ma fille, l'entrepreneuse, avec cette fierté ahurie dans la voix. Emma planifiait déjà comment je pourrais aider avec les fonds universitaires de ses enfants. Je lui ai dit qu'on en parlerait. Ma mère n'arrêtait pas de me serrer dans ses bras, de pleurer et de s'excuser de ne pas avoir cru davantage en moi. Mais le plus fou? Environ 1 heure après ma grande révélation, Marcus m'a tiré à l'écart sur le porche arrière. Je peux te poser une question, dit-il doucement. Bien sûr. Tu as besoin d'un avocat? J'ai ri. Pourquoi? Pour ce que tu feras ensuite, dit-il. Parce que tu n'es pas du genre à juste prendre ta retraite et rester à rien faire. Tu vas construire autre chose. Et quand tu le feras, je veux aider. Pas besoin de paiement. Je veux en faire partie. Te soutenir comme j'aurais dû le faire depuis le début. J'ai regardé mon grand frère, celui qui m'avait fait me sentir si petite, et qui me regardait maintenant comme si j'étais la personne la plus impressionnante qu'il ait jamais rencontrée. J'y réfléchirai, ai-je dit. Mais je souriais. La vérité, c'est que je n'ai pas vendu ma société pour l'argent. Je veux dire, évidemment l'argent change la vie et c'est incroyable, et je ne vais pas faire semblant que ça n'a pas d'importance. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai fait. Je l'ai fait parce qu'une nuit, il y a 3 ans, j'ai regardé ma vie et réalisé que je disparaissais lentement. Je devenais une personne que je ne reconnaissais pas, je faisais un travail qui n'avait aucune importance pour moi, je vivais pour les week-ends, comptais les jours jusqu'à la retraite comme si la vie n'était qu'à survivre au lieu de vivre. Créer mon entreprise, c'était choisir de me montrer. D'exister. De construire quelque chose qui m'appartenait. Et oui, parfois c'était dur. Très dur. Il y a eu des moments où je doutais de tout. Des moments où je me sentais comme le plus grand échec du monde. Mais je continuais à me présenter. Même quand ma famille riait. Même quand mon compte en banque diminuait. Même quand chaque voix logique dans ma tête hurlait que je devais abandonner. Je continuais à me présenter. C'est ça la vraie histoire. Pas le prix de vente, ni les zéros sur mon compte en banque, ni le regard de Marcus. Ce ne sont que les moments forts, les instants dramatiques dont les gens se souviendront. La vraie histoire, c'est chaque matin où je me suis réveillée effrayée et que je l'ai fait quand même. Chaque réunion avec un client où je feignais la confiance jusqu'à la trouver. Chaque nuit tardive à apprendre quelque chose de nouveau, réparer quelque chose de cassé, refusant de laisser mon rêve mourir silencieusement. La vraie histoire, c'est que j'ai misé sur moi quand personne d'autre ne l'aurait fait. Et j'ai gagné. 3 mois plus tard, j'ai commencé ma prochaine aventure, une société de conseil aidant d'autres femmes à créer leur propre entreprise. Marcus est devenu mon avocat pro bono la première année, ce stupide entêté. Mes parents ont investi. Emma est venue à temps partiel pendant que ses enfants étaient à l'école. Même ma mère aide pour les tâches administratives. Mais le meilleur? Maintenant, à chaque déjeuner dominical, Marcus me pose la même question.
Comment ça va, ton entreprise? Et je peux répondre, avec le plus grand sourire, honnêtement? Plutôt incroyable. Il sourit toujours en retour et dit, oui. Je parie que ça l'est. La moquerie a disparu. Le doute a disparu. À la place, il y a quelque chose de mieux, le respect. Un vrai respect, sincère, mérité. Entre nous? Un peu, ça me manque d'avoir quelque chose à prouver. Cette faim, ce feu, ce désespoir de montrer à tout le monde qu'ils avaient tort? C'était puissant. Mais tu sais ce qui est encore plus puissant? Ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Juste construire, créer, se montrer pas pour eux, mais pour moi. Ce déjeuner dominical, avec l'écran de mon téléphone qui brillait et le visage de Marcus qui perdait toute couleur, n'était pas mon moment de victoire. C'était satisfaisant, certes. Mais ce n'était qu'un instant. Ma vraie victoire a eu lieu 3 ans plus tôt, quand j'ai choisi moi-même. Quand j'ai décidé que mes rêves valaient le risque. Tout le reste? Ce n'était que le monde rattrapant ce que je savais déjà. Je n'ai jamais construit un business en ligne inutile. Je construisais ma vie. Et il s'avère que je suis sacrément douée pour ça.